sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Bonjour, comment ça va? Oh, quel bonheur! Très très heureuse de vous accueillir ce matin. On est en direct dans Bel et Bien Ensemble. Votre rendez-vous bien-être sur France 2. Je suis très très bien entourée parce que j'ai Sarah Cadour qui est avec moi. Même code couleur. Ça fait quelques jours, on ne se consulte pas. Il y a une connexion. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être un rapport filial? Il y a quelque chose. Je suis votre mère. Oh, maman, oui. Oui, Maman. il se passe des choses en direct devant vous. Folle. Nous avons Stan Gusman, évidemment. Et nous avons notre médecin préféré, adoré, le seul, l'unique, Adrien Chaboch. Il y a le public aussi, bien sûr. Alors, c'est pas par hasard, on est en jaune parce que ça sent un petit peu l'été. Il y a les journées qui rallongent, le soleil qui réchauffe la peau, la nature qui nous appelle. Après avoir passé l'année enfermée au bureau, c'est le moment de se déconnecter de nos écrans et de se reconnecter à l'essentiel. Donc cet été, on va se mettre au vert. Il y a près d'un Français sur deux qui déclare se sentir apaisé après seulement quelques minutes passées dans la nature. 82% des Français estiment que s'occuper de leur jardin, c'est essentiel à leur bien-être. 82% des Français. Alors pourquoi avoir la main verte, ça nous rend plus heureux? Pour en parler, j'ai invité Laure Benzé, qui est écologue et formatrice en hortithérapie. Elle va nous dire les bienfaits de la nature dans un instant. Sarah, Oui. la reconnexion à l'environnement, Oui. ça c'est un sujet qui vous touche de près, mon chou. Surtout Oui, de de loin. près. Surtout de loin. Oui. Agathe. D'ailleurs, je vous présente Planta. C'est ma plante de Ah, c'est compagnie. trop mignon. Regardez, c'est pour vous. Je vous la confie. Voilà. Elle est Vous l'aimez? magnifique. Faites-lui un bisou. Elle pique un peu. Hein. Elle Voilà. est adorable. Elle me suit partout. Parce Oui. qu'en fait, on nous répète Planta, donc. Planta. Planta. Parce qu'on nous répète toute l'année qu'il faut se reconnecter à la nature. Il faut marcher en forêt, écouter les oiseaux, toucher la terre, respirer le parfum des fleurs. Très bien, Agathe. Mais encore faut-il avoir un peu de nature autour de soi. Parce que moi, quand j'ouvre ma fenêtre le matin, je tombe pas sur une prairie en fleurs, je tombe sur un feu rouge, 3 voitures en double fil et mon voisin Gégé, le nudiste. Je me régale. Ah, sacré Gégé. Alors on nous dit, allez prendre l'air. Mais dans certaines villes, trouver un coin de verdure, c'est devenu compliqué. C'est devenu plus compliqué que de trouver un appart à Paris. Dans le centre de Paris, Mais il y a 2 squares On est bien et un d'accord. poil de sable. À croire que nos villes, en fait, elles ont été pensées pour les voitures, les bureaux et les centres commerciaux, mais pas forcément pour les humains. D'ailleurs, il existe une règle qui résume très bien le problème, la règle des 3, 30, 300. Ok. Pour être bien mentalement, il faudra avoir au moins 3 arbres depuis sa fenêtre, vivre dans un quartier avec 30% de végétation et avoir un espace vert à moins de 300 mètres de chez soi. Alors j'ai fait le test, mais depuis ma fenêtre, je vois toujours un lampadaire, un feu rouge, Gégé nudiste et surtout du béton. Alors je me suis dit que notre problème, il est peut-être là, Agathe. D'ailleurs, Adrien Chaboch, est-ce que notre cerveau souffre réellement de ce manque de nature dans nos villes ou est-ce qu'on idéalise un peu trop le retour au vert? Alors, vous ne vous rendez même pas compte à quel point on en a besoin, Sarah. C'est énorme. Écoutez, si on se donne des repères, l'humanité, c'est environ 300 000 ans. 300 000 ans. 97% de notre temps, on l'a passé à construire notre cerveau dans un environnement naturel. Et notre cerveau de chasseur-cueilleur, je fais un petit raccourci, est devenu un chasseur qui est assailli de notifications push-up. Donc ça ne va pas du tout. Richard Louv, depuis 2005, il faut le citer, cet homme-là, il a fait des recherches, il nous parle même d'un trouble déficitaire de la nature, c'est important d'en parler. En fait, on a longtemps considéré que la nature, c'était du luxe ou bien du loisir, et la neuroscience nous rappelle que c'est notre besoin vital. Ah, voilà, c'est bien. Donc là, on sait, on en a besoin pour vivre, tout simplement. Alors, pourquoi est-ce qu'on ressent un besoin presque instinctif de nous rapprocher de la nature dès que les beaux jours reviennent? C'est vrai, là, on a envie de gambader et tout. Pourquoi le contact avec le vivant nous fait autant de bien, comme vient de le dire le docteur Chaboch? C'est ce qu'on va voir avec notre dossier du jour. Bonjour Laure Benzé, merci d'avoir accepté notre invitation. On est en Avec direct donc plaisir. ce matin avec vous. Vous êtes écologue et hortithérapeute. Vous accompagnez les gens à se reconnecter à la nature. Vous avez vraiment un très très beau métier. Vous avez créé de véritables jardins thérapeutiques avec votre organisme qui s'appelle Terre
happy. Vous êtes aussi membre de la Fédération française Jardin, Nature et Santé. Et pour vous, il n'y a aucun doute, jardiner, c'est un médicament à part entière pour soigner bien des maux. Quel est le déclic que vous observez chez les gens quand ils mettent les mains dans la terre? Qu'est-ce qui change? Alors pour commencer, Agathe, j'aimerais bien repréciser un petit peu ce qu'est l'ortithérapie parce que tout le monde ne connaît peut-être pas. Donc il s'agit d'un accompagnement non médicamenteux dont le but est d'améliorer la santé des personnes, mais par le contact avec des plantes, un jardin et la nature de manière plus générale. Donc pour ça, on s'appuie sur deux choses. D'abord, on a notre attitude, nous, orthithérapeutes, où on est très à l'écoute des besoins des personnes. On va travailler sur des choses bien précises, par exemple sur les émotions positives, on va travailler sur la concentration, on peut travailler sur des aspects plus physiques aussi. Et la deuxième chose qui est fondamentale, bien sûr, c'est la nature qui est une soignante à nos côtés. Donc là, juste pour peut-être frapper un peu les esprits, sachez, Agathe, par exemple, que si un jour, je ne vous le souhaite pas, mais vous subissez une chirurgie et que vous êtes hospitalisé, eh bien, si vous allez dans une chambre où vous avez une vue sur des arbres, vous allez ressentir moins de douleur, vous prendrez moins d'antalgiques et vous sortirez plus vite. Ça, c'est prouvé scientifiquement. C'est prouvé par une étude très sérieuse qui date des années 80. Par rapport à une personne qui, par exemple, aurait une vue sur un mur. D'accord. Donc ça a vraiment cet effet. Nous, en tant qu'orthithérapeute, on va utiliser vraiment tout le potentiel, tout l'éventail des potentialités thérapeutiques de la nature qui sont énormes. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment on travaille, on va travailler par exemple avec des personnes qui sortent de burn-out, des personnes qui ont eu des cancers. Vous voyez de vrais changements? Oui, tout à fait. En fait, par exemple, avec des enfants, je pense à des enfants qui ont un problème de confiance en eux. On peut tout à fait planter des plantes qui vont produire énormément. Donc il y a cette gratification de vraiment récolter les fruits de son travail parce qu'on s'est occupé de cette plante qui va se développer, etc. Ou qui va produire des feuilles spectaculaires, des haricots géants, parce que ça existe et pas que dans les contes. Ah ouais. Donc on va avoir énormément d'effets. On peut aussi travailler sur tout ce qui est moteur, par exemple sur l'équilibre, en jardinant sur des bacs surélevés. Et puisque vous parlez de jardinage, de manière générale, en quoi le jardinage a un impact direct sur notre bien-être? Sans parler de troubles, là. Oui, alors, pour le commun des mortels. Pour le commun des mortels, effectivement, il y a un effet qui est très net. Le premier, c'est effectivement le fait que vous êtes en contact avec la nature. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tous fait cette expérience, vous entrez dans un espace de nature et vos sens sont littéralement bombardés d'informations. Alors, bombarder, c'est un terme un peu guerrier, c'est plutôt des stimulations douces mais intenses. Donc, vous allez sentir, par exemple, vous allez toucher la terre, donc vous allez avoir le contact tactile, vous allez sentir le soleil sur votre peau, vous allez entendre peut-être les oiseaux qui chantent. Vous allez avoir plein de stimulations visuelles puisque on travaille avec du vivant. Le vivant, ça change, c'est très divers, donc on va toujours être en train d'observer comment chaque plante a évolué. Et on va avoir aussi l'odorat qui est très stimulé parce que cette terre qu'on va manipuler, elle dégage une odeur de terre mouillée que la plupart des gens aiment. Je ne sais pas si les personnes du public apprécient cette odeur, mais en général, ça fait l'unanimité. Et c'est une odeur auquel notre nez est très sensible, alors qu'on a un odorat normalement qui n'est pas extrêmement développé. Mais c'est une odeur réconfortante. Donc, en fait, ça stimule et ça réconforte tous nos sens. Exactement. Docteur Chaboch, on entend de plus en plus parler des bienfaits de la nature sur la santé. On l'a bien compris avec notre invité. Mais est-ce que le contact avec la terre, avec les plantes, avec les espaces verts, ça a des effets mesurables sur notre organisme? Donc, je ne sais pas, est-ce que, par exemple, les marqueurs varient en fonction de quelqu'un qui est reconnecté avec la nature ou quelqu'un qui ne l'est pas? Absolument, Agathe. C'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on a allié la science à l'observation de bon sens, je dirais. Je vais vous parler de trois choses. Le stress, l'attention et l'immunité. Oui. Pour le stress, le grand scientifique Bratman de l'université de Stanford, prestigieuse université, a montré qu'un bain de nature de courte durée diminuait déjà notre rumination et notre stress de manière significative, avec à l'appui la mesure de molécules dans notre cerveau, de nos hormones, de nos endorphines. Sur l'attention, c'est magnifique aussi. Une étude récente faite à Barcelone, 2500 écoliers, on a étudié en fonction s'ils étaient dans un milieu urbain ou un milieu rural. Eh bien, ceux qui sont dans la nature, il y a moins de maladies de l'attention, il y a plus d'attention, et il y a une meilleure mémoire de travail. Incroyable. Et enfin, sur des mesures vraiment très très fines, sur l'immunité, de se promener dans la forêt,
va augmenter le taux de certaines cellules immunitaires qu'on appelle les natural killers, c'est-à-dire des cellules de protection contre même nos cellules cancéreuses. Non, mais ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, on jardine, on stimule notre système immunitaire. On va se balader dans une forêt, on stimule notre système immunitaire. Donc, elle a franchement toutes les vertus, cette dame nature. Stan, le besoin de nature, il date pas d'hier. Ah non. Eh oui, vous en savez quelque chose, vous qui bossé. parlez comme ça. Alors, ceux qui ont voulu s'en rapprocher l'ont fait parfois de manière assez radicale. Vous allez voir ça avec Stan. Tous à poil. Voilà la prescription du père de la médecine, Hippocrate. Nous sommes au IVe siècle avant notre ère. Et pour lui, je cite, « La nature est le médecin de toutes les maladies ». Il préconise alors des randos nus pour préserver la santé de ses patients. Le naturisme est né. Mais le christianisme passe par là et freine les ardeurs de cette société d'exhibos. Les termes mixtes romains scandalisent cette nouvelle morale chrétienne et on se rhabille pour des siècles. Amen. Ce sont les Lumières qui vont redonner ces lettres de noblesse au naturisme. Pour Rousseau, l'homme urbain s'éloigne de plus en plus de la nature. Il faut qu'il s'y reconnecte et en tenue d'Ève, s'il vous plaît. Un mouvement qui prend réellement son essor en Allemagne, au XIXe siècle, près des villes d'eau. On pense que s'exposer cul nu à l'air frais et au soleil guérit les maladies pulmonaires de l'époque. Voilà sans doute pourquoi la jeune Angela Merkel, fit tomber le haut et le bas, comme vous pouvez le voir sur ces photos. Ah oui, oui, oui. Eh ouais, Ouais. sacrée Angela. Et chez nous, il faut attendre l'entre-deux-guerres pour que le naturisme s'impose avec ce qu'on appelle la médecine hygiéniste. Un courant qui considère que la santé repose avant tout sur l'hygiène de vie et le contact avec le vivant. C'est dans cet esprit que deux médecins français, les frères Gaston et André Durville, fondent dans les années 30 Héliopolis, un village naturiste sur l'île du Levant dans le Var. Alors, c'est tout sauf un lupanar ou une histoire de bronzage intégral. Non, c'est une philosophie de vie. On s'y déshabille pour se réconcilier avec son corps, mais aussi avec les autres. Parce qu'au fond, quand tout le monde est nu, il n'y a plus de marqueurs sociaux, il n'y a plus de barrières. On est tous égaux. Enfin, ça dépend. Mais si on met de côté l'anatomie, plus personne ne porte de costume. Franchement, le naturisme, c'est le pied. Et moi, ça me donne envie vous savez quoi, de tout enlever. Allez-y, c'est parti. Allez, tous naturistes. Allez, c'est parti, Adrien. Tout le monde a envie de voir. On va se calmer. C'est le matin. On est en direct. On est en ne pourra direct. pas couper ça, Se calme. malheureusement. Oui, Stan, Bon, détendez-vous. plus sérieusement, Adrien, qu'est-ce que nous fait le naturisme? C'est pour se rincer l'œil ou il y a une vraie vertu derrière? Non, mais c'est pour vous voir. En fait, si vous voulez, c'est pour vous voir. Parce que le monde entier a envie de vous voir. J'imagine. Exactement. Non, il faut se rappeler quand même effectivement que c'est historique. Même dans l'Antiquité, les Grecs allaient au gymnasium. Ils étaient nus. Et vous avez bien eu raison de citer Angela Merkel, puisque le courant naturiste vient de l'Allemagne dans un courant de libération du corps et des vêtements. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous admettrez qu'on ne peut pas faire du naturisme partout, beaucoup moins dans le désert, beaucoup moins au Groenland ou en Antarctique. Donc il faut quand même qu'il y ait un environnement protégé pour ça et qui permette cette liberté. C'est Michel Foucault, ce grand philosophe que je n'ai rarement vu dans un camp naturiste, qui nous parlait de ce désarmement social, c'est-à-dire de libérer notre empreinte de notre costume social, culturel. En fait, on revient à une horizontalité. Et moi, je voudrais poser une question, c'est qu'à l'heure où, sur les réseaux sociaux, on montre notre corps en permanence, est-ce qu'on est vraiment plus libre ou moins libre qu'une personne nue sur la plage ? C'est vrai, on va méditer tout ça. Adrien Chaboche, qu'est-ce qu'on ferait sans vous? Alors, Benzé, on a quand même beaucoup parlé du jardin et tout, donc j'imagine que tous les gens qui habitent dans des appartements se disent, bon, bah oui, c'est super, mais est-ce qu'on peut, je sais pas, pratiquer le jardinage ailleurs, en pleine nature? Comment on fait pour se reconnecter quand on n'a pas de jardin? On peut tout à fait se reconnecter dans n'importe quel espace de nature, du moment que c'est un espace qui vous attire et vous vous sentez connecté sensoriellement à cet espace. Donc, par exemple, vous pouvez aller à la montagne, à la mer, en forêt, auprès d'un lac. Vous pouvez aussi suivre les préconisations de certains Japonais et faire du Shinrin-yoku. Qu'est-ce que c'est que ça, donc, le Shinrin-yoku? C'est un bain de forêt, c'est le bain de forêt. Donc, il s'agit de marcher dans la forêt et de vous laisser porter, aller là où vos sens vous indiquent d'aller. Donc, par exemple, vous déchausser, marcher dans la mousse, vous asseoir près d'un ruisseau. Et il est prouvé effectivement que si vous faites cette pratique, vous allez avoir tous les marqueurs du stress qui baissent. Et vous allez également avoir votre système immunitaire qui sera boosté, comme l'a expliqué Adrien. Et les plantes d'intérieur, ça fonctionne pour ceux qui n'ont pas de jardin? C'est pas mal déjà. C'est pas mal. On peut commencer par ça. Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Donc, on peut acheter des bacs et on peut jardinouiller, quoi. Déjà, mettre les mains dans la terre, c'est Tout déjà à fait. bon pour tout ce qu'on a dit. Exactement. Attention, stress, système immunitaire.
Bien, merci beaucoup, Laure. Voilà qui nous déculpabilise. Sarah, je sais que vous avez interrogé les Français. Mieux que ça, je leur ai proposé une vraie connexion à la nature en leur faisant faire une petite sieste. Oh, Ah, même le béton. En dessous d'un palmier, donc c'est pas mal. On y est. Est-ce qu'on se reconnecte davantage à la nature l'été? Oui, totalement. Déjà parce qu'il fait beau, ça nous incite beaucoup plus en fait à aller dans la nature. Les journées sont plus longues, on a plus tendance à être dehors, c'est là où on prend nos plus longs congés en général. C'est quoi le dernier moment dans la nature qui vous a fait dire c'est ça le vrai bonheur? Je pense que c'était au bord de mer, dans le sud de la France. Quelques jours dans la forêt, près de chez moi, avec un livre. Quand il y a personne sur le paysage, qu'il fait beau, qu'on a un panorama à 360, je pense que c'est ça le vrai bonheur. C'est quoi le bruit de la nature qui vous fait du bien? L'eau, les oiseaux quand même aussi, le vent parfois. Des vagues à la plage, je pense que ça c'est vraiment un bruit apaisant. Est-ce que vous avez déjà dormi en pleine nature? Dans le désert du sud tunisien. En tout cas, c'est votre jour de chance. Alors, ici, il y a du béton, mais j'ai repéré un petit arbre là-bas, un petit palmier, et on va aller faire une petite sieste en dessous. Allez. On imagine qu'il y a les palmiers. T'entends la mer là? oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes gentil avec les Français, Sarah. Ça nous a fait du bien. Ah oui, j'imagine. Bah oui, pour votre système immunitaire, c'était parfait. Adrien, il faut passer combien de temps dehors chaque jour pour en ressentir les bienfaits, les bénéfices pour le moral? Alors, vous savez bien, Sarah, que mes congénères, médecins, scientifiques aiment beaucoup les grands chiffres, des grandes études qui font ressortir que normalement, ça serait 120 minutes. Mais c'est beaucoup, 120 minutes. Donc moi, ce que je propose, c'est de faire de la loi du plus petit effort, le petit jardinage, mettre les mains dans le bac chez soi, ça marche déjà. 20 minutes, faites un petit crochet ce soir. Quand vous rentrez, faites un petit crochet par le parc, faites un petit crochet dans la lisière de forêt. Vous allez voir, ça va réellement avoir un impact. Et de ces petites minutes glanées, à un moment donné, vous vous direz, en fait, je vais y aller davantage, je vais être dans une meilleure santé. Ça devient addictif. Hein. Laure Benzé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre organisme Terre Happy propose des ateliers de reconnexion à la nature, des jardins thérapeutiques. Merci, à très bientôt, j'espère. On va poursuivre cette reconnexion à la nature avec notre reporter Arnaud Loquet. Alors, bon, soyez indulgents parce qu'il vient d'atterrir, il est absolument crevé, jet-lagué, enfin bon, bref. Et grâce à lui, on va mettre en pratique tout ce qu'on a dit depuis ce matin. Merci. Ça va, mon chou? Ouais, c'est chaud. Hein. Ouais. Vous étiez à Melun, il paraît? Melun, heureusement, il y avait un hamac, donc j'ai pu un peu me reposer entre deux arbres. Ouais, c'est violent. La nature est parfois... Vous aviez votre aspi-venin? J'ai... À Melun? Il y a du serpent. Franchement, c'est compliqué. Mais merci parce que je vois que vous êtes solidaire quand même avec moi. Je suis avec vous. Ok. Check. Alors, moi, ce que j'adore, je sais pas vous, mais vraiment, quand je vois l'été qui arrive, le premier truc que je fais, bon, je tombe pas sur GG Nudisme, moi j'ai du bol, c'est-à-dire que j'ouvre mes fenêtres et je tombe vraiment sur quelques petits arbres. Et ce que j'adore, c'est quand il y a un gars qui est avec son rotophile et qui est en train de passer le rotophile et j'ai l'odeur de l'herbe. Et ça, c'est vraiment un truc, si vous voulez m'offrir un parfum un jour, franchement, faites ça. Et ce que j'ai fait aussi... Il n'y avait pas d'urgence. Et ce qui est très pratique, c'est aussi, il y a une petite plante, c'est le jasmin étoilé. Et ça, il y en a, ça court partout, c'est hyper pratique. Et vraiment, on respire ça, c'est absolument merveilleux. Et ça, ma transition, c'est que vraiment, il y a des gens qui aiment tellement la nature que du coup, ils se mettent des gants, des bêches, et ils se mettent à jardiner. Et apparemment, ça leur fait, comme à moi, beaucoup de bien. Florine est donc partie à Lablachère, en Ardèche. Une association propose des stages de jardinage, des stages de 14 jours pour se reconnecter à l'essentiel, en mettant les mains dans la terre et les idées au clair. Bonjour! Et c'est au petit-déj qu'elle a rencontré les volontaires, car ici on ne parle pas de stagiaires, on dit volontaires parce qu'ils sont là volontairement pour travailler la terre et un peu de même. Ah oui, il restait 2 pancakes. Zut alors, j'arrive trop tard. Il y a Valentin, 30 ans, ingénieur à Lyon, Marie-Christine, 62 ans, chercheuse au CNRS en région parisienne, Alizé Aurélien, un jeune couple trentenaire, et enfin le Benjamin de l'aventure, Alexandre. Bonjour. Alors comment ça va? Ça va. Pas trop dur de commencer à 7h? Et lui, c'est Fred, animateur jardinier, il accompagne nos volontaires toute la journée. Du coup, ce matin, on va continuer à bien préparer le jardin. On va fabriquer des ombrières en bambou, plutôt avec moi et avec Alex, travail de sol, amendement pour les futures salades. Café avalé, tâches réparties, les volontaires vont pouvoir se mettre au travail.
Donc là, je repique des salades. C'est la première fois que je fais ça, donc je suis très contente d'apprendre. Est-ce que c'est agréable? Alors moi, j'adore. J'aime bien être à main nue. C'est vrai que il y en a qui considèrent que c'est sale, etc. Alors au contraire, moi, je trouve que c'est très apaisant. Moi, j'ai commencé le jardinage en 2019, pile pendant le confinement, et j'en avais besoin. Ça a fait du bien, quoi. C'était un émerveillement, voilà, de la nature. Moi, je fais comme ça pour agrandir. Ouais, pour les gars d'agrandir. Ouais. Et toi, tu jardines depuis que t'es petit ou pas? Ou comment ça t'est venu? Pas du tout. Non. Moi, j'ai fait une école de commerce. Donc vraiment, je suis pas du tout du milieu à la base. J'ai fait plusieurs tafs de bureau. Et je sais pas, il y avait quelque chose qui allait pas ou ça me convenait pas. Enfin, d'être dehors, je sais pas, je pense que ça fait du bien au corps, ça fait du bien à la tête. Alors moi, je suis comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ça a toujours été une passion. Et transmettre ces valeurs de la nature, du potager. Donc, on transmet toute une technique, tout notre savoir, et en échange, ils viennent jardiner avec nous. Ils viennent vraiment chercher peut-être un lien entre la terre et l'humain. De travailler la terre, de toucher la terre, ça ramène des phéromones, je sais pas, du bonheur. C'est magique, c'est magique. Ça fait du bien de pouvoir se poser après le boulot. C'est chouette, c'est une vraie pause. C'est pas du boulot là du coup? Non. Non, c'est différent. En tout cas, c'est pas du boulot de l'esprit. Donc ça change. Puis on voit vraiment à quoi ça sert directement, quoi. Des fois, sur les métiers intellectuels, on se dit qu'on voit pas tout le temps la finalité. Là, au moins, en quelques mois, on voit les trucs pousser, quoi. Ça fait travailler d'autres choses, ça fait travailler d'autres sens surtout. Et ça, c'est assez agréable de pouvoir user de son odorat, de son goût en goûtant les framboises. C'est assez méditatif, c'est assez apaisant. Apaisant et restaurant, car ici on mange les légumes et les fruits de la récolte. Ce midi, c'est Aurélien qui a préparé le repas pour tous les jardiniers. Du coup, ce midi, on a une salade il y a plein de surprises au fond, du saladier, avec des herbes, menthe, persil, ciboulette, du quinoa, des blettes, du gazpacho de courgettes, et puis voilà, bon appétit. Merci. C'est trop bien, en fait, juste de se balader dans les jardins, de récolter, de tout récolter, et puis de cuisiner avec ce qu'il y a sur place. C'est trop cool. Ça en fait. Et ben voilà. Ils sont pas heureux. Bah nous, il n'y a pas tellement d'espace vert. Le public râle du coup, ils sont tous en dep. Mais alors non, mais j'ai votre solution. Ah non, il y a Planta. J'avais oublié. Dieu merci. Passez-la moi que je la Merci, respire Sarah pour le est là. système immunitaire. Merci. Non, mais alors, très sérieusement, il faut pas que vous voyez le... Ça y est, elle est absorbée par le truc. C'est moi. C'est une plante médicinale. Il faut pas vraiment voir juste le fait de planter une graine. Jardiner, c'est pas que ça. Et là, je m'adresse à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a monsieur le jardinier qui était venu dans l'émission il y a quelques semaines. Et vraiment, que vous ayez un jardin ou un balcon, faites le test avec tout simplement un plant de basilic. Et il n'y a rien de plus gratifiant. Quand il pousse, faites un bon pesto maison. Et ça, je trouve que pour la reconnaissance et se dire vraiment qu'on a mis les mains dans la terre et qu'on l'a fait soi-même, moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Moi, mon rêve, c'est d'être autosuffisante. C'est magique. Mais bon, flemme. Ouais. Alors, docteur Chaboche, le contact physique avec le sol, l'herbe, le sable, la terre et tout, c'est super bon en fait pour notre santé mentale. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça nous fait autant de bien? Parce que c'est une porte d'entrée dans notre cerveau en ligne directe. Je m'explique. Le pied, outre la complexité passionnante de la motricité, c'est un organe sensoriel, en fait. Ça va vous paraître étonnant. Il y a plus de 200 000 terminaisons nerveuses dans chacun de nos pieds. Et même si on se réfère à l'acupuncture, sachez que sur les 361 points d'acupuncture, si je me souviens bien, il y en a entre 60 et 70 uniquement attribués aux pieds. Donc ce sont des capteurs de sensorialité, d'équilibre, de stimulation de notre cerveau. Toute l'année, nous enfermons nos pieds dans des chaussures. Libérez vos pieds pour l'été. Vous allez voir, en plus, le fait de le libérer... Lavez-les avant, parce que... Saut de stade, ça peut aider. Moi, ça va. Mais... Parce que je suis à côté. Désolé pour l'odeur. Et vraiment, ça marche. Non, parce que moi, j'ai un petit sujet avec les pieds quand les beaux jours arrivent. Là, quand ça commence à s'ouvrir, là, en sandales et tout ça. Avec les vôtres ou ceux des autres? Non, les miens, j'y fais attention, mais avec les doigts qui sont les uns sur les autres, ongles... Il y a de la corne. La corne et tout ça. Bon, enfin, c'est un autre sujet. C'est la vie. Que nous avons abordé dans cette émission, parce qu'on a fait une émission sur les pieds. Arnaud, quand on veut vraiment se reconnecter à la nature,
il n'y a rien de mieux qu'une nuit en plein air. Vous êtes un adepte du bivouac et vous allez nous montrer comment vivre cette expérience simplement, profiter pleinement de cette parenthèse, loin du bruit, loin des villes, loin du macadam. C'est la happy thérapie. Est-ce qu'on est bien? On l'a dit, il y a de plus en plus de goût pour cette nature. C'est quand même un chiffre assez énorme. Il y a 27 millions de randonneurs en France. Et maintenant, le climax des randos, c'est devenu le bivouac. C'est-à-dire qu'avant, ça faisait un peu flipper tout le monde. Mais maintenant, c'est devenu l'incontournable en vacances. Moi, je fais partie de ces 27 millions. Je vous ai mis une petite photo d'une... Ça, c'est une rando qu'on a fait il y a quelques mois au Pays Basque. On n'était pas trop mal, je dois vous avouer. Mais par contre, il faut faire gaffe. C'est-à-dire quand on fait une rando, il faut déjà respecter la nature. C'est pas anodin. C'est-à-dire que le bivouac, c'est s'installer, c'est pas une location saisonnière. Vous êtes dans un parc naturel, donc il faut respecter la nature qui est autour. Vous plantez pas là pour la semaine. Soit vous faites le choix, pour les aventuriers comme Stan, de dormir à la belle étoile. Ouais. Soit vous avez ce qui est absolument magique, c'est ces tentes. Et alors, la technologie fait qu'elles sont devenues absolument géniales, là où avant c'était galère. Alors ça a marché pendant les répétitions. C'est dangereux comme ça. C'est évidemment une énorme prise de risque que je suis en train de faire. C'est-à-dire qu'en magasin, ça marche toujours, mais... Ouais, presque. Non, il faut déclipper. Oui. On était presque. Voilà. Maintenant, tu vas voir, ça n'a pas marché. Bon, peu importe. Il a un TDAH, on va pas lui en vouloir. Et on est pas mal à dormir comme ça. Dis-moi. Bon, bref, ça va pas se faire. On a compris. Mais si, ça va se faire. Ça va se faire après. Le truc, ce qui est important, c'est que vous allez dans un endroit qui est autorisé, parce que souvent... Ils se foutent de parce que là, si vous voulez, c'est pas très télégénique, quoi. C'est pas télégénique. Il y a quand même un truc. Je vais demander à Lisa, est-ce qu'elle va venir m'aider parce qu'elle a réussi à le faire tout à l'heure. C'est pas possible. Là, je passe pour un guignol. Qui veut aller bivouaquer avec Arnaud prochainement? Qui? Là, vous êtes en confiance tout de suite. Alors surtout, par contre, il faut faire gaffe, parce que quand vous faites un bivouac, moi, il m'est déjà arrivé que le propriétaire du terrain arrive et vous sorte de là, parce que vraiment, il faut que ce soit des endroits autorisés. Quand vous êtes dans des parcs nationaux, il y a des horaires à respecter. Vous laissez pas la moindre trace dans le campement, parce que souvent il y a des animaux autour. Ne laissez pas de nourriture ou de paquets, de trucs comme ça, parce que vraiment c'est pas bon pour eux. Si vous voulez retrouver toutes les informations réglementaires, on a un petit bandeau qui va atterrir sur votre écran, et ça c'est les parcs nationaux qui donnent plein de conseils justement pour pas faire de bêtises. Vous oubliez pas qu'un bivouac ça se prépare, c'est-à-dire que vous regardez, et ils galèrent, hein. Franchement ils ont autant galéré que moi à la montée. Pas du tout. Mais dites-le, soutenez-moi. Ils sont en train de cacher la marque, c'est tout. Ils sont pas anticipé ça. Voilà, ils galèrent pas du tout. Bravo Lisa, bravo. J'ai jamais vu. Non mais là, franchement, j'ai jamais vu une tente qui se déplie aussi facilement. C'est hyper galère. Génial. Alors on va la refaire. Voilà. Elle arrive. Voilà. Et vous la dépliez, c'est magnifique. Mais comment on dort dedans alors? Ah ben là, on est hyper Il bien. n'y a pas besoin d'un matelas, un truc comme ça? Si, mais je vais y venir. Je finissais juste en disant que faites attention, faut qu'il y ait des itinéraires qui soient adaptés à chacun et surtout de checker la météo, parce que souvent il peut faire très beau en plaine quand vous vous garez, et quand vous arrivez en haut du bivouac, c'est la cata. Donc il faut faire gaffe. Voilà. Donc vous avez déjà préparé tout le matériel pour votre prochain bivouac? Le matériel est prêt, donc là on peut rentrer en général à 2. C'est carrément génial. Vous avez des petits picots pour éviter qu'elle s'envole. C'est quand même une garantie romantique. Et alors après, le premier truc, c'est l'indispensable, c'est le sac à dos. D'accord. Donc là, vous prenez pas un trop gros sac, parce qu'il ne s'agit pas quand même... En général, les randos durent un petit peu longtemps, donc il ne s'agit pas d'arriver en haut complètement essoufflé et avec le dos cassé. Les basiques, c'est pour moi la gourde. Oui. Surtout pas arriver déshydraté. Bien, disons, cette gourde. Je sais pas où elle Je est. vais faire une petite rando là dans 15 jours, le week-end du 20. Vous suivez les indications. Vous allez où? Au moins, vous saurez comme... À Villars-Recula. Allez-y. La frontale. La frontale, elle est important. indispensable, parce que ça, c'est pareil. Quand vous faites votre premier bivouac... En plus, physiquement, je pense que je peux facilement trouver quelqu'un et le ramener dans la tente, puisqu'on peut dormir à 2, non? Là, moi, franchement, je vous suis, je suis séduit. Ouais. Il y a ce regard. Il y a ce regard qui, tout à coup, devient intelligent. C'est vrai, hein? C'est instantané. Alors, le truc avec cette lampe frontale, au-delà de vous aller absolument à merveille, c'est que si vous vous levez à 4h du mat' avec une envie de faire pipi, c'est très pratique parce qu'il n'y a pas de lampadaire évidemment en montagne. Donc si vous voulez éviter de faire pipi sur la tente ou sur vos chaussures, ça peut aider. Très important. Qui fait ça? Enfin, qui fait pipi sur la tente ou sur les chaussures? Il y a un sac, je ne l'ai pas là, mais toujours un sac avec vous pour les déchets. Ne laissez pas vos détritus au bord de la tente. Et pour dormir, très important, c'est le matelas. Parce que souvent, vous pouvez avoir très mal au dos. Il y a des matelas gonflables. Il y a aussi, pour les gros feignants, des matelas avec une assistance électrique. Et surtout, c'est pour vraiment éviter l'humidité sur le sol. Parce que quand vous vous réveillez avec le dos trempé, c'est pas très agréable. Et Adrien, est-ce que
en quoi ça peut nous faire un bien fou, au-delà de voir Agathe avec ce visage rayonnant, au-delà, la belle étoile, en quoi ça nous fait tellement de bien? Ah bah parce que la belle étoile est aussi belle que Agathe qui nous éclaire. Prenez conscience que lorsqu'on dort à la belle étoile, il y a 3 paramètres lumineux qui vont changer. 1, on va avoir moins de lumière artificielle des fameux lampadaires que vous avez cités, Arnaud, de la ville, forcément. Puis deuxième chose, on a plus de lumière naturelle et le ciel étoilé, il faut le voir avant que la pollution nous l'empêche. Et troisièmement, on a moins d'écran. Tout simplement, on est moins sur notre téléphone, on est moins sur nos applis. Et ça, qu'est-ce que ça va resynchroniser? Tout notre public qui connaît par cœur nos émissions le sait, une hormone, la mélatonine. Eh oui, bien sûr, on va bien dormir. Merci Arnaud, on se retrouve lundi. Oui, Ciao, ciao. je ramène ma tente. Prenez votre tente. On bivouac à Saint-Laurent-des-Fossés. Ouais, parce que je sais que vous allez bivouaquer là, aux alentours du 94. Alors, puisqu'on parle de se reconnecter à la nature, aux choses simples, il y a un autre moyen de revenir à l'essentiel. C'est ce qu'on met dans nos assiettes. Et c'est la spécialité de notre chef maison, Héloïse Brion. Bonjour Héloïse, je vous présente Planta, n'hésitez pas à la respirer. Ce matin, vous proposez une salade gourmande, rafraîchissante, qui sent bon l'Italie et tout et tout. Exactement, moi je vous emmène en Toscane pour une recette qui reconnecte à l'essentiel, la panzanella, avec mon petit twist, parce qu'on utilise en fait des ingrédients très simples, donc du pain un peu rassis, qu'on fait revenir, des tomates. On n'a qu'à voir la recette. On va regarder tout de suite en image. C'est toujours très très facile à refaire, ça qui est génial avec vous. Très simple, toujours. Alors, on prend quelques tranches de pain de campagne qu'on va couper en petits morceaux. Ouais. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive dans une poêle. On les met dedans. On ajoute des graines de cumin, mais ça peut être des graines de fenouil si on veut, un peu d'ail. Et on va laisser tout ça un petit peu doré avec de la fleur de sel et du poivre. Ensuite, ça, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Exactement. Des tomates. C'est beau. Et j'aime bien mélanger avec différentes tomates de couleur, des tomates cerises, un peu de concombre. On peut mettre de l'avocat ou non. Enfin, c'est vraiment ce qu'on a, mais les produits de saison. Et là, j'aime bien ajouter un petit peu de nectarine. Je trouve que ça apporte un petit twist en plus, qui est pas mal. Un peu d'oignon rouge. C'est délicieux. Et ensuite, on met tout simplement de l'huile d'olive, du vinaigre de cidre. C'est aussi beau que bon. Un petit peu de thym, de citron, du zeste, enfin tout ce qu'on veut comme ça. On mélange. Et puis ensuite, on va ajouter justement nos croûtons de pain à tout ça. Ils vont du coup aussi s'imbiber de la vinaigrette. On ajoute un petit peu de parmesan, on met la vinaigrette, des herbes, ça peut être du basilic ou de la menthe, comme on veut. Oui, on met à son goût après. Tout simple, merveilleux, regardez, ça y est. On s'est reconnecté avec la nature, avec ce qu'on a mis dans l'assiette. Merci beaucoup, Héloïse. Après, le gros défi, c'est de s'empêcher de continuer à présenter cette émission la bouche pleine. Or, moi, vous savez, j'ai beaucoup de mal à résister. Alors, après les balades en pleine nature, les nuits sous les étoiles, il y a une autre façon de s'évader cet été. C'est ouvrir un livre, se laisser emporter par une histoire. Et en la matière, notre prochaine invité, je vous préviens, c'est une star. Il nous fait voyager. On va accueillir tout de suite Jamie Gourmaud. On a de la chance. Un triomphe, un triomphe mérité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Jamie? Vous arrivez à marcher dans la rue tranquille, là? C'est compliqué. Oui, très bien. Surtout en forêt aussi. Et surtout très en bien. forêt. J'ai bien retenu. Voilà. Jamie, moi, je suis très, très heureuse de vous accueillir ce matin. On vous connaît en tant qu'animateur de l'émission culte C'est pas sorcier, mais aussi pour votre chaîne YouTube Épicurieux, qui est une chaîne absolument merveilleuse. Vous avez plus de 2 millions d'abonnés et on les comprend. Et puis, bien sûr, il y a le monde de Jamie sur France 5 depuis 13 ans. Aujourd'hui, vous publiez un roman qui s'appelle Les ailes de la forêt. C'est aux éditions Albin Michel. C'est votre tout premier roman, Jamie. Et c'est un roman dans lequel on suit la trajectoire d'Émile. Émile, écoutez bien parce que c'est d'une poésie absolue. C'est un chasseur de papillons dans les années 1920 qui part à la recherche d'un spécimen très rare au cœur de l'Amazonie. Et vous emmenez vos lecteurs en immersion dans les profondeurs de la forêt guyanaise. Quel est votre rapport avec cette jungle? Vous la connaissez bien? Vous y êtes allé? Alors oui, parce que je pense que pour écrire sur la forêt guyanaise, il faut la connaître. Les sensations sont tellement particulières, sont tellement fortes que si on n'y a pas mis les pieds, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans cette forêt amazonienne. Ça nous dépasse complètement. La première des sensations,
déjà, il faut imaginer que tous nos sens sont sollicités. Vous avez beaucoup parlé de la sollicitation des sens depuis le début de cette émission. Quand vous arrivez en Guyane, quand je dis tous les sens, il y a bien sûr la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, mais le toucher. Mais c'est pas vous qui allez toucher, c'est l'atmosphère, l'air qui vient vous toucher. Vous sentez cet air, cette atmosphère qui vous enveloppe, mais au niveau de chaque pore. C'est très, très puissant. Oui, c'est ça. Et puis, on est aussi en hypervigilance. J'imagine, docteur Chaboch, que tous les neurotransmetteurs, l'adrénaline, la sérotonine, la dopamine, tout ça se mélange quand on est dans une atmosphère qu'on ne connaît pas comme ça et aussi stimulante. C'est un retour brutal, violent, et la forêt guyanaise, nous partageons cette passion avec Jamie. C'est vraiment une reconnexion qui est très, très, très vive. Toutes ces hormones vont se mettre à exploser dans notre organisme, et ce sont des hormones naturelles qui vont nous reconnecter à une vitesse qui est telle qu'on fait partie de la forêt instantanément. C'est ça qui est exceptionnel. Votre intrigue, Jamie, se situe entre Paris et la Guyane, donc. Et vous faites d'ailleurs le parallèle entre deux environnements qui sont totalement différents. Il y a la jungle, au sens propre, et puis il y a aussi la jungle des années folles à Paris. Pourquoi ce parallèle ? Alors, déjà, il faut replacer le contexte. On est dans les années 20, c'est une période où il y a un engouement complètement dingue pour les papillons. Il faut imaginer qu'à cette époque, il y a des dizaines de cabinets d'entomologie à Paris. Les papillons se vendent une fortune. Certains papillons atteignent le prix d'une voiture de luxe. Le commerce des papillons génère autant de revenus en Guyane que le commerce de l'or, par exemple. Donc, vous voyez, il y a vraiment un intérêt à y aller. Il y a une intrigue qui va se nouer dans cette jungle et qui va se dénouer dans le Paris des années folles. Et je confronte deux jungles qui, les deux sont très belles, mais recèlent de danger. Voilà, ouais, derrière c'est la verdure d'un côté et les paillettes de l'autre. Il y a des dangers. Laquelle des deux est la plus dangereuse ? Il faut lire le livre. Il faut lire le livre. Vous avez écrit donc sur la nature. J'imagine qu'en écrivant, vous y étiez, quoi. Ça vous a reconnecté à cette nature. Complètement. Dès l'instant où on a vécu un petit peu en Guyane, moi j'ai fait 2 séjours. Au moment où on écrit, on se retrouve dans cette bulle de verdure et dans cette bulle végétale, plus que de verdure, parce que l'intérieur de la forêt est plutôt un peu sombre. Mais on est complètement happé, et je vous avoue que quand j'écrivais, j'étais dedans. Je ressentais ces odeurs, ces parfums. Ça faisait longtemps que vous aviez envie de faire un roman ? Oui, très longtemps. Je crois que c'est une envie. Alors, il m'a fallu longtemps pour me décider, parce que c'est une envie que j'ai depuis l'âge de 17-18 ans. Ouais, et donc, je l'ai un peu passé. Et vous, alors, c'est quoi ? Quel est l'environnement qui vous reconnecte directement si vous fermez les yeux et que vous pensez nature ? Un endroit qui vous apaise ? Si je pense nature, le premier qui me vient à l'esprit, ce sont les paysages du Grand Nord. J'ai aussi eu l'occasion d'aller. Cette immensité, ce blanc, ce froid qui est un autre paysage extrême. J'aime les paysages extrêmes, les milieux extrêmes. Donc c'est vraiment l'endroit auquel je pense qui m'apaise instantanément. J'aime ce froid, mais autant que j'aime finalement l'humidité de l'Amazonie. Vous voyez, on est toujours dans les extrêmes. Voilà. Adrien Chaboch, on a parlé donc jardinage, on a parlé forêt, bivouac, ça a été exponentiel jusqu'à la forêt amazonienne. Est-ce que c'est finalement la nature, le seul endroit où le cerveau se met au repos totalement ? Je crois vraiment sincèrement que oui. Je crois qu'on a rendez-vous même dans l'humanité maintenant avec la nature. Ça a été étudié scientifiquement, c'est pas que philosophique. On appelle ça la théorie de la restauration de l'attention. C'est-à-dire que quand on est immergé dans la nature, dans ces paysages, notre brouillard, notre brouhaha que nous avons dans nos modes de vie tumulte intérieur, quoi, vraiment. S'éteint, remplacé par les bruits de la nature, et notre cerveau se repose, se reconnecte à nous et à notre santé. Docteur Adrien Chaboch, merci beaucoup pour votre éclairage, votre expertise. Merci beaucoup, Jamie, d'avoir été avec nous. J'aurais rappelé ce premier roman magnifique, Les ailes de la forêt. C'est disponible aux éditions Albin Michel. Sortez de chez vous, allez chercher du verre un petit peu, mettez votre cerveau sur pause. Vous savez que le silence, ça permet la neurogénèse, ça permet de renouveler les neurones, ils se recréent, donc n'hésitez pas. Et la politique des petits pas, on a bien compris, puis en plus vous aurez un système immunitaire de ouf. Merci d'avoir suivi Bel et Bien ensemble, merci beaucoup. Demain, on va se retrouver pour la grand-messe avec Ali Rebéi et toute la bande de Bel et Bien. Merci Sarah.
Merci Stan, merci à Arnaud et puis merci à vous, public, de nous avoir suivis et d'être aussi réactifs. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée sur France 2 et on se retrouve bien entendu dès lundi pour d'autres conseils bien-être, pour se sentir mieux tous ensemble. Bonne journée.